formateurs, je ne regardais pas forcément s'ils avaient… Bonjour Gauthier. Et ben j'ai continué à animer, ravie, parce que en fait, ce que j'expliquais, j'ai travaillé pour un organisme de formation, donc je donnais un peu le point de vue organisme de formation là-dessus. J'étais en train de dire qu'il n'y avait pas forcément de diplôme de formateur, mais qu'il y avait quelques certifications qui étaient proposées quand on a envie d'apposer sur son CV le fait qu'on a été formé à la formation, mais que souvent, c'était plutôt un parcours terrain qui aboutissait à une envie de transmettre son savoir, mais pas forcément une certification en tant que telle. Et c'est toute la difficulté quand on est formateur, c'est que c'est un métier qui est très varié. Et je te laisse la parole, si tu veux, un peu te présenter. Est-ce que pour commencer, comme les questions ont bien fusé, et que toi, tu as le métier de formateur, de designer pédagogique, est-ce que c'est la même chose qu'ingénieur pédagogique? Est-ce que tu pourrais distinguer, j'ai vu la question d'Océane, c'est quoi être formateur, c'est quoi être ingénieur pédagogique ou designer pédagogique? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est alors déjà, merci pour l'accueil. On rentre dans le dur direct. On rentre dans le dur directement et c'est top. Parce qu'il y a une logique de toute façon très terrain dans ce métier. Tout à fait. Formateur, ingénierie pédagogique. Ingénierie pédagogique, on va travailler davantage sur une logique de conception. Moi, je suis passé en école de design et je préfère parler de design pédagogique en tant que tel, parce qu'on est vraiment centré sur l'apprenant. L'ingénierie pédagogique, le design pédagogique, en fait, ça va être comment est-ce qu'on va travailler la conception, les parcours pédagogiques pour optimiser au maximum le parcours de l'apprenant, mais également en ayant les bons outils. Donc, on travaille sur deux éléments qui sont comment est-ce que je vais maximiser les apprentissages de personnes qui vont être de l'autre côté, que je vais avoir en face, et également, en fait, comment est-ce que le parcours va se brancher aussi avec ce qui est déjà existant dans l'entreprise. Moi, je parle d'ingénierie pédagogique sur la logique de conception, mais pour moi, il faut aller encore un cran plus loin. C'est qu'est-ce qu'on vient chercher pour l'organisme, pour l'organisation, pour les associations aussi potentiellement pour lesquelles on intervient directement, pour justement que ça ait une utilité forte lorsque les personnes finissent leur programme, lorsqu'elles finissent un parcours. Super, merci. Il y a beaucoup de personnes justement qui se posent la question, est-ce qu'il faut être formateur pour être designer pédagogique? Est-ce que toi, voilà, pourquoi est-ce que tu as ces deux casquettes? Comment ça se complète? Je pense qu'il y a, voilà, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Est-ce que tu travailles, je complète aussi par rapport aux questions qu'on a pu avoir, est-ce que tu travailles en tant que sous-traitant d'entreprise? Est-ce que tu travailles au sein d'une entreprise? C'est quoi les différents modèles qui peuvent exister? Voilà. Alors, il y a, allez, on part tout de suite sur un aspect visuel. Je hack on sent le tout de formateur. suite notre moment. J'espère que vous appréciez tous On est parti. Merci. Je te laisse en tout cas le temps de s'inspirer. Non, mais tu vois, il y a un point en fait. Non, ça charge. On a que des bugs techniques, c'est pas possible, on va quand même y arriver. Alors, on devrait être bon. Allez, c'est incroyable. L'effet Jérôme Bonaldi pour les plus anciens ici. L'idée en fait que vous pouvez avoir, c'est lorsque vous êtes en train de travailler donc, sur de l'ingénierie pédagogique, vous êtes forcément en train de travailler sur un parcours. Donc on se met à la place. C'est pas du tout synchronisé. Allez, vous savez quoi? Si, ça commençait tout juste à marcher. On est reparti. Je vais y arriver. C'est une belle journée. On est bien tous ensemble. Vous verrez, par expérience, les formateurs aussi savent former et animer sans leur support. Donc, ça devrait fonctionner. Super. Il faut. Mais le principe, en fait, c'est de se dire, la formation est souvent sur une logique qui est du one-to-many. Et ça, c'est l'idée qu'il ne faut pas avoir. C'est que l'idée d'avoir une logique un peu quasi gourou. C'est-à-dire, c'est quand est-ce que je vais me mettre au même niveau que les personnes? Comment est-ce que je me mets là où elles sont pour bien concevoir? Pour moi, en fait, ingénieur pédagogique, designer pédagogique et formateur, c'est hyper important d'avoir les deux. Pourquoi? Parce qu'on est forcément dans une logique qui est sur du test and learn. Et donc, en fait, vous devez le plus possible. Ça n'est pas du tout synchronisé avec ce que je vous dis. Donc, vous savez quoi? C'est pas grave. Ça. Allons-y. On coupe. La question, ingénieur pédagogique, formateur, est-ce qu'on peut être l'un sans l'autre? Pour moi, les deux vont de pair. C'est-à-dire entre ce que j'imagine qui peut être intéressant pour la personne que je vais former, eh bien, il faut que je me mette à sa place. Donc là, pour moi, il y a une logique très empathique. Et après, derrière, c'est très important, à mon sens, de pouvoir aller sur le terrain pour voir qu'est-ce qui marche pas.
Si vous dissociez les deux, vous allez faire des beaux programmes sur papier et puis il y a une autre personne qui va potentiellement les exécuter. Moi, je déconseille en fait de les découpler. Pourquoi? Parce que l'approche terrain, elle fait de vous un meilleur designer pédagogique et ensuite vous allez encore plus loin dans les éléments, vous rajoutez de nouveaux outils, vous comprenez un peu plus ce qui se passe dans les personnes que vous allez pouvoir suivre. Et, et au-delà de ça, en fait, je pense que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir les deux, mais il y a une question de motivation intérieure qui est une réelle envie de transmettre quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui vous permet de se dire, tiens, je veux travailler sur la conception, mais je veux être aussi sur la réalisation. Vous avez des entreprises qui ont dissocié les deux. Moi, je déconseille fortement. À la rigueur, si on est sur des énormes programmes, sur de l'ingénierie pédagogique pure, oui, mais en fait, on a besoin du retour du terrain pour pouvoir ensuite réadapter. Et c'est là où ça devient intéressant. Je Je sais pas ce que tu confirme en penses, Margot. pour amener le pendant de l'organisme de formation que je représentais. Effectivement, il y avait deux modèles, des organismes de formation qui achètent les supports et qui du coup ont plusieurs formateurs qui amènent le même support et du coup le même déroulé pédagogique, et des organismes comme le mien où en fait on rémunérait aussi la conception du support et chaque formateur était propriétaire de son support parce qu'on avait cette volonté qu'il en soit maître en fait. Et on voyait vraiment un décalage de quelqu'un qui ne s'était pas forcément approprié, déroulé, voilà, il y a vraiment sa touche personnelle. Et effectivement, ce que tu disais, c'est vraiment, il y a vraiment une relation en fait très personnalisée de la formation. Les gens souvent notaient beaucoup le formateur en fait, qui avait, c'était une sorte de signature de cette personne et qui nous demandait parfois d'être reformé par la même personne. Est-ce que du coup, pour reprendre les questions qu'on nous pose, quel type de formation tu animes? Parce que voilà, on va amener un peu plus sur ta formation. Est-ce que tu fais des formations où tu maîtrises tout le sujet? Est-ce que tu animes avec d'autres personnes? Moi, je sais que dans mes formations, c'était un formateur qui animait, mais que sur des parcours certifiants qui avaient plusieurs thématiques, des parcours certifiants longs qui se faisaient sur plusieurs mois, je faisais intervenir plusieurs formateurs. Toi, voilà, sur quoi tu formes? Quels sont tes sujets? Et avec qui tu formes, si tu formes avec quelqu'un? Je travaille sur des deux aspects. Peut-être pour présenter un peu plus. Ça a été un peu rock'n'roll au tout début. Moi, je travaille en fait sur de la formation, sur le sujet autour du leadership, management et tout ce qui est résolution de problèmes. C'est des sujets moi, sur lesquels j'ai écrit aussi. Et avec une palette d'outils qui m'aide à venir sur pas mal de sujets. Après, donc, j'ai aussi mes verticales. Je travaille énormément sur les aspects de feedback, sur la prise de parole. Là, je fais énormément le moment de la prise de poste en tant que tel, sur ce que j'ai pu aller chercher, et sur le sujet de la créativité. Ça, c'est mes quatre vraiment thématiques sur lesquelles moi, je vais y aller à 100%. Quand un client fait une demande qui est élargie, par exemple un programme de développement managérial, c'est qu'est-ce que je couvre ou pas, et comment est-ce que je vais après aller chercher d'autres personnes. Moi, je suis sur un modèle de formateur indépendant. Après, là, la réflexion que je peux avoir aujourd'hui par rapport au degré d'activité, c'est comment est-ce que je vais aller former d'autres personnes ou comment est-ce que certaines personnes vont venir me compléter. La problématique que vous avez sur un support qui est déjà préétabli et vous envoyez quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a une touche personnelle que la personne en face doit pouvoir trouver. Donc, vous devez laisser de la place, c'est hyper important. Et vous devez en même temps avoir les bases pour être certain que ce que vous avez créé puisse être transmis de manière efficace. Et c'est là où ça va être intéressant dans la conception de se dire, je ne suis pas en train de concevoir quelque chose qui me correspond trop en tant que formateur, mais je vais concevoir en pensant l'expérience de l'autre formateur. C'est tout aussi intéressant. Super intéressant, effectivement. Pour compléter un peu ta présentation, l'empathie, pardon, vas-y. je me demandais, surtout en plus sur des formateurs qui sont sur ce qu'on appelle comme toi des soft skills, qui sont pas forcément, j'imagine que c'était pas ton métier avant. Enfin, est-ce que tu as toujours été formateur depuis ton début professionnel? Est-ce que c'est quelque chose, voilà, comment tu en es arrivé à être formateur? Je pense qu'il y a pas mal de personnes que ça pourrait être intéressé, qui pourraient être intéressées quand on n'est pas un technicien où on dit, bah oui, j'étais dans le marketing digital, je forme en marketing digital. Là, c'est quand même, je suis super fort en efficacité professionnelle et en posture. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a amené sur ce domaine-là, en fait, à devenir formateur? Alors moi, sur mon parcours, j'ai été indépendant pendant 9 ans sur la facilitation, sur de l'accélération en fait des projets et des sujets pour des boîtes, principalement grosses boîtes. Ça me faisait kiffer. Ça fonctionnait très très bien.
J'étais déjà indépendant. À un moment, je suis devenu papa. J'ai aussi, à un moment, dit, tiens, en fait, qu'est-ce qui fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui me nourrit? Et je me suis rendu compte que c'était pas forcément l'accélération des sujets, mais c'était plutôt l'accélération des personnes. En fait, j'avais une nourriture par rapport à ça. Après, comment est-ce que, donc, j'avais pas forcément une expertise indirectement, mais j'avais toujours eu un intérêt sur des sujets, sur des thématiques. Je m'étais énormément renseigné, je m'étais aussi formé, et puis en fait, il y avait tout de suite une pratique terrain que je ramenais de la facilitation, que je peux retranscrire directement dans de la formation. Mhm. Ça, c'est sur les aspects pédagogiques. Sur les aspects d'expertise, un, c'est de se dire qu'est-ce qui est existant si vous voulez venir en fait sur des sujets qui vous intéressent. Qu'est-ce que vous connaissez? Où est-ce que vous pouvez continuer à vous documenter, à récupérer de l'info? Comment est-ce que vous pouvez commencer à prototyper des débuts de formation? Là, je lis les questions sur comment tu te rémunères, comment tu trouves tes Ouais, contrats, si tu es indépendant, exactement. C'est etc. une grosse partie du métier de formateur. Dans une précédente édition des métiers de Live Métier, j'avais un de mes anciens formateurs et effectivement, c'était quasiment un tiers de son temps. La prospection, cette partie plus Bien business sûr, que de l'animation en fait et de la conception pédagogique. bien sûr. Et ça, c'est clair. Il y a un métier, là, si encore plus si vous êtes indépendant, si vous devenez formateur pour un organisme ou autre, là, c'est quelque chose qui est plus confortable. Si vous êtes indépendant, il y a un côté chasse qui est obligatoire. Et on peut trouver l'ingénierie sur papier génial. Ben oui, mais il faut quand même aller se frotter au terrain en faisant de la formation et il faut encore aller se frotter au terrain sur la logique de prospection et sur l'aspect commercial. Donc le métier, il est tridimensionnel d'une certaine manière. Et vous ne pouvez pas, si vous êtes indépendant, vous passer des trois, de un des trois. Impossible. Ou alors vous externalisez la façon de vous vendre, mais quand vous êtes en solo, les déchets de la personne et son style et son approche. Et donc en fait, les clients vont pas forcément être hyper à l'aise d'être au contact d'un commercial littéralement qui vient représenter quelqu'un et vous a touché, enfin, vous venez acheter cette petite touche personnelle dans la façon de faire. Et donc, comment Donc, tu l'as acquis sur le terrain? Tu t'es formé? Voilà. expérimentation, débrief, expérimentation, débrief, expérimentation, débrief, expérimentation, débrief. Des ateliers de facilitation, j'en ai fait plus de 200. Je pense qu'à chaque fois, je me mettais sur un carnet ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est moins passé, qu'est-ce que j'apprends de ce que moi j'ai pu faire, qu'est-ce que les autres personnes ont retenu de ce que j'ai pu faire. Et Et il y a un truc intérieur, je pense, il y a une énergie intérieure pour les personnes qui ont envie de venir sur ce métier, que moi je trouve absolument passionnant, qui est de se dire, il faut avoir envie de nourrir les autres. Et quand on voit qu'on a réussi à nourrir les autres, il faut avoir la sensation que l'on s'est nourri soi-même. En termes de, j'ai vraiment envie, je suis motivé, je suis déterminé, je suis ultra intéressé par ce métier. L'indicateur, il est là-dessus. Vous voulez donner quelque chose et quand les gens le récupèrent de leur côté, vous sentez qu'il y a quelque chose chez vous qui vous nourrit également. J'insiste là-dessus parce que ça peut être un métier qui est sur ingrat parfois. Parce que vous ne voyez plus les personnes le lendemain. Vous venez peut-être un jour. Peut-être que vous vendez un programme qui se fait sur 4 mois. Sur 4 mois, c'est intéressant, on voit le progrès des personnes. Quand vous venez en one shot, vous ne voyez pas forcément les personnes. Et là, moi, du coup, aujourd'hui, je dis, j'ai besoin de voir le progrès des gens. Je ne viens pas une journée, je viens 2 demi-journées, je les espace. Au moins pour voir que les personnes ont progressé. Parce que c'est ce qui me permet, moi aussi, de continuer. Et c'est une dernière pédagogie. L'espace d'apprentissage et c'est de l'expérimentation aux autres personnes sur l'ingénierie pédagogique, mais c'est juste extra. Je crois plus ouais. du tout dans les formats one shot une journée. J'en fais Bah, plus. c'est très intéressant ce que tu dis sur le côté que peut avoir solitaire, que peut avoir le métier de formateur, bien qu'on ait l'impression d'être tout Mm, le temps en contact avec les gens, finalement, on l'est pas tout le temps. On disait que ça fait partie de mm. prospection. Et l'animation, finalement, c'est pas le 100% du métier de formateur. Est-ce que il y avait une question de Madeleine sur tu as Ouais. besoin d'avoir des compétences techniques sur des outils. On nous a cité des LMS, mais est-ce qu'il y a des outils visuels pour créer tes supports? Est-ce que d'autres outils pour créer tes formations ou tes outils pédagogiques? Est-ce qu'il y a un aspect un peu technique dans la formation? Alors, le premier truc, première leçon, si ce métier vous intéresse, vous devez être capable de vous démerder sans ordi. La première fois que On vous l'a vu faites une aujourd'hui. formation, et aujourd'hui, le, le premier élément, c'est vous avez une feuille de papier
comment est-ce que vous êtes en capacité de transmettre l'élément? Première chose, avant de réfléchir LMS, parcours pédagogique en ligne, etc. Déjà, qu'est-ce que vous êtes capable d'envoyer en termes d'approche pédagogique avec une feuille de papier et un crayon? C'est le premier test. Le crash test, c'est celui-ci. Ensuite, sur les aspects d'outils, oui, il y a des outils qui vont vous aider. Les LMS, c'est encore sur une autre forme derrière d'apprentissage ou de formation. Si on peut travailler aussi sur le e-learning. Mais aujourd'hui, le e-learning, les boîtes vont vous le dire, ça suffit plus parce qu'on a besoin de savoir quel est l'engagement, quel est le taux de conversion des personnes, quel est le taux de complétion des programmes qui sont mis en ligne. C'est encore autre chose. Il y a des LMS qui sont intéressants. Moi, aujourd'hui, je fais des formations avec du contenu en ligne, avec du suivi individuel personnalisé et avec des webinaires qui sont collectifs. Et je mixe les trois parce que le mix pédagogique va vous permettre de tenir les personnes, de tenir du rythme également. Et après, sur du présentiel, je vais étaler, je vais travailler sur des demi-journées. Mais avant de réfléchir outils, la question, c'est la conception, elle est sur du papier. Et qu'est-ce que vous êtes en capacité de transmettre sur une logique de papier? Et après, l'outil est uniquement un moyen, une finalité pour venir suivre les personnes et potentiellement aussi vous greffer à ce qui est déjà existant chez vos clients. Et donc, ces points-là sont vraiment super importants. C'est très intéressant ce que tu dis pour des personnes, là, dans les messages que je vois, vous êtes beaucoup de personnes qui voudraient, qui deviendraient des formateurs juniors. Et du coup, effectivement, c'est bien de rappeler qu'il ne faut pas se focaliser sur l'outil. Vraiment, c'est la pédagogie, l'animation que vous en ferez qui est le principal. Et ne vous bloquez pas. Une formation qui est 100% slide avec des activités, même avec du papier en salle, que vous pouvez faire à distance. Mais ça, la distanciel viendra dans un second temps. C'est aussi efficace que une super animation qui va dans tous les sens. Moi, je rappelle aussi que vous êtes nombreux formateurs, vous êtes un profil aussi qui aime beaucoup partager, donc n'hésitez pas. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de formateurs qui commencent à monter des groupes pour pouvoir échanger avec d'autres, que dans mon organisme, on les faisait se rencontrer, ils appréciaient énormément. Donc, vous pouvez aussi aller demander conseil pour vous faire challenger un déroulé, un support. Il y a vraiment, voilà, ce que rappelait Gauthier, ce qui est valorisé après, ça va être votre patte. Clémence, du coup, oui, vous pouvez former sans designer vos formations, mais je pense que très rapidement, vous allez avoir envie de vous les approprier, vous allez avoir de mettre votre patte, mais ça peut être un début. Et si vous avez sur la question de Rebecca, qui en revient aussi, et je sais que c'est un sujet quand on se lance en tant qu'indépendant, c'est le sujet financier. Qu'est-ce que tu recommanderais? Je sais que moi, les formateurs avec qui je collaborais avaient des organismes de formation avec lesquels ils savaient que ça allait leur ramener un certain run continu de formation. Malgré tout, il ne fallait pas, et nous, on était vraiment vigilants là-dessus, qu'ils soient dépendants de l'organisme de formation parce que dès que ça diminue pour une raison ou pour une autre, eh ben, c'est votre chiffre d'affaires qui en pâtit parce que c'est vraiment un chiffre d'affaires à l'année et qu'il faut vraiment varier les activités. Mais qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui peut avoir ce stress de se dire pour commencer, il faut quand même que j'ai mes premiers contrats. Voilà. Comment ça s'est passé pour toi, pour tes premiers contrats? Moi, ça s'est passé sur j'ai eu le confort en fait d'avoir un transfert de l'activité de facilitation vers l'activité de formation. C'est-à-dire que des clients que j'avais en facilitation, je commençais à leur parler du projet, on dit ah tiens ça te correspond bien et nous on a peut-être des besoins. Et du coup derrière il y avait ce transfert-là qui se faisait. L'important c'est de parler de votre action. C'est-à-dire je vais devenir formateur. Déjà le premier point par rapport à votre réseau proche. J'insiste. Votre réseau professionnel proche. Ils ont besoin d'avoir l'information en premier élément pour pouvoir potentiellement se projeter s'ils ont un besoin d'ici 6 mois. Mais c'est pas je démarre, c'est pas je vais faire, c'est pas je démarre, c'est je fais. Un, vous y allez parce que vous êtes certain ou certaine que vous avez des éléments intéressants à transmettre. Deux, si vous y allez, c'est qu'il y a un appel intérieur qui vous dit j'ai envie de donner ça à d'autres. Et après, derrière, c'est qu'une question de modalité pour que l'info qui est chez vous, ou les actions ou les gestes qui sont chez vous, puissent aller chez d'autres. Et ça, il y a plein de moyens de bien le faire. Donc, de toute manière, quand vous y allez avec de la générosité, quand vous y allez avec de la clarté, dans l'information que vous voulez mettre, quand vous allez montrer des gestes, quand vous allez vous mettre en contact avec les personnes pour que l'atmosphère soit positive et que les personnes puissent apprendre, vous allez réussir plus que vous planter. Donc, le premier filtre, il est je diminue mon syndrome d'imposteur par rapport à la notion de formation.
Super. Je travaille sur les formations sur le moment de la prise de poste, donc je vous le fais à vous aussi. Ouais. Diminuer tout de suite le syndrome de l'imposteur de ah mais je suis pas certifié, j'ai pas fait tel truc, il faut que je fasse 2 ans de formation avant de pouvoir parler d'un sujet. Quand vous avez 5, 10 ans de pratique, que vous êtes en capacité de vulgariser, que vous avez la soif de transmettre et que vous êtes focalisé sur les autres et pas sur votre ego, Ouais, et c'est clair. faites du terrain, grattez, prototypez, allez voir quelqu'un de votre réseau pro qui vous connaît, qui sait que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur, dites-lui, je monte une formation, j'ai besoin d'un pilote, faisons-le ensemble. Et c'est pas est-ce que tu serais disponible pour? Non. Et littéralement, je monte un truc, je veux faire un pilote, faisons-le ensemble. Modalité financière, oui, non, on en parlera. Ce qui va vous intéresser, ça va être d'avoir du terrain. Le terrain, ça va vous permettre de vous réconforter sur votre légitimité à faire cette action-ci. Quand on a de la légitimité, on se bien. Donc, je suis formateur qui démarre, j'ai un problème de légitimité. Et bien sûr que vous allez avoir du mal à mettre un tarif en face. Et donc, travaillez votre légitimité par rapport à une logique terrain, montrez des preuves, allez chercher vos premiers pilotes. J'insiste, quand on démarre, on ne vend pas de la formation, on vend un pilote. On vend un essai. Un essai, ça se facture un peu moins cher. On regarde, on travaille une discussion. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un terrain de jeu. Quand vous démarrez, allez chercher du terrain de jeu, allez jouer, faites, récupérez du feedback et améliorer. Et là, vous allez pouvoir directement après mettre un prix, discuter avec d'autres personnes, travailler sur un réseau proche, être rappelé par la personne qui a fait 6 personnes, et j'en ai 6 autres un peu plus tard, et on continue à bosser ensemble. C'est ça, c'est ce qui va vous permettre de faire la différence. Super, bah, c'est hyper intéressant et je trouve ça très encourageant. Océane nous demandait si la question avait été posée si on peut être salarié et pas uniquement freelance. Moi, je vais apporter une première réponse et tu pourras compléter si tu le souhaites. J'ai l'impression qu'il y a des formateurs qui sont dans les entreprises. De ce que j'ai pu voir, c'est surtout dans les très grands groupes qui ont des pôles de formation, mais j'ai le sentiment que c'est de plus en plus rare parce que malgré tout, travailler avec des freelances, ça apporte une flexibilité. Ça permet de couvrir des sujets beaucoup plus larges que si on a 4 formateurs dans son entreprise et ça permet d'avoir des personnes qui sont les plus à jour en termes de compétences. C'est le constat que je peux avoir. Donc, je pense qu'il y a des postes, mais ils sont quand même vraiment moins nombreux que les opportunités. Voilà ce que je peux dire, en tout cas, de mon point de vue. Je confirme. Je confirme, il y a aujourd'hui des organismes de formation qui ont toutes les certifications, etc. Ça sent une autre forme de questionnement potentiel. Beaucoup d'organismes veulent travailler sur les logiques Calliope pour avoir les remboursements avec les OPCO. Je rentre pas dans le détail administratif ce jour-ci, même si la question vous intéresse, on pourra la creuser peut-être un peu plus tard. Il y a une flexibilité de certains organismes à dire on couvre énormément de sujets, travaillez avec nous, et il y a un commercial qui est en face d'un responsable de formation, et c'est un peu plus simple de planifier, de se projeter. Auquel cas, bah oui, on va plutôt les recruter du freelance que des personnes en interne parce qu'il y a une spécificité hyper large. Et vous allez encore avoir certains organismes qui vont avoir des spécificités sur des approches. Exemple, sur la négociation, vous avez pas mal d'organismes qui sont spécialisés sur la négociation. Sur le management, vous allez en avoir encore un peu, bien que ce soit ultra large. Moi, aujourd'hui, j'ai travaillé plutôt en solo cette année. Je travaille la prise de poste. Je vais recruter des personnes pour qu'elles soient calées sur ce moment-ci qui est précis parce que ça se répète. Et donc, en fait, quand on a de la répétition et une logique de récurrence, là, on va avoir le confort. On a plus de confort à avoir des personnes qui connaissent parfaitement ce qu'on amène, plutôt qu'avoir une formation un peu plus générique où la personne va pouvoir récupérer des. Super. Je Et répète quelques ouais, dernières questions parce qu'on devra après se quitter. C'était très intéressant. Juste sur la question, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de femmes dans cet échange? Moi, en tout cas, de mon expérience, j'avais quasiment à parité homme-femme. C'est vraiment pas un métier féminin, même sur la créativité, c'est très variable. J'avais beaucoup de formateurs comme toi, Gauthier, sur la partie créativité. J'avais beaucoup de femmes sur la partie négociation ou relations clients qui peut avoir l'air plus masculine. Donc, il n'y a vraiment pas, j'ai pas l'impression, moi, de l'expérience et des centaines de formateurs ou formatrices que j'ai vus qu'il y avait vraiment une féminisation ou pas. Il y a ce sujet aussi sur, encore une fois, à toi d'être libre ou non de dire à peu près quel est l'ordre de rémunération que tu as eu. Peut-être que tu peux, si tu veux pas donner des noms absolus, si tu as combien, enfin, garder ton niveau de vie
en passant en tant que freelance formateur, ou si ça a fait une petite chute forcément et c'est revenu rapidement pour dépasser tes anciens salaires. Moi, je pourrais donner quelques éléments sur la partie des formateurs que je connais, mais si toi, tu veux y répondre tout de suite, n'hésite pas. Oui, compliqué de donner une fourchette là-dessus. Sachant que moi, je suis indépendant quasiment depuis ma sortie d'études. Ouais, Donc après, je suis monté sur des taux de niveau de revenus sur le métier de facilitation. Après, j'ai coupé et en nous remettant sur la formation, ça a baissé de mon côté. Pour le moment, j'étais sur des taux journaliers qui étaient plus faibles. Parce que la formation, en fait, les budgets, ce qu'il faut comprendre, c'est les budgets formation sur les entreprises sont alloués différemment que des budgets sur des projets stratégiques. Même si l'humain est stratégique, on va se le dire aussi, et que le développement des compétences est hyper important. Le point sur de la rémunération, moi, j'ai pas les aspects par rapport aux personnes qui sont salariées. Le point important quand vous démarrez, c'est de comprendre, si vous démarrez avec des organismes de formation, c'est de comprendre comment eux ont vendu la mission. Parce que si on dit, tiens, tu prends 500 € au jour, moi, je vais être très clair, je suis plutôt aux alentours de 1600, 1800 € au jour sur les aspects de formation. Mais c'est parce que j'arrivais sur des logiques qui étaient stratégiques au début. Si vous remontez en B2B et sur des projets avec des grands, j'insiste, je vous ai mis tous les mots, je suis avec des entreprises qui ont beaucoup d'argent sur des projets qui leur coûtent très cher et où les personnes qui mettent sont ultra importantes. Donc, les logiques que vous allez retrouver sur les aspects financiers, c'est de se dire quel est le degré d'importance pour les personnes en face et pour l'organisation. On peut faire de la formation sur comment bien tirer au basket, on peut faire de la formation sur la prise de parole, on peut faire de la formation sur aujourd'hui comment faire des feedbacks quand je gère une équipe de 40 personnes. Les impacts peuvent être différents, mais c'est hyper important en fait, c'est de notifier quelle est l'importance de ce que vous allez amener pour l'entreprise pour aller chercher une logique de prix qui soit cohérente. Tout à fait. Essayez le moins possible de vendre un taux journalier. J'insiste. On donne plutôt un taux de combien est-ce que ça coûte par participant à l'entreprise. Là aussi, c'est de l'empathie. Dites pas combien vous coûtez à la journée, vous êtes considéré comme une dépense. Dites combien la boîte doit investir par personne. Et là, on va se dire, tiens, il y a 10 personnes dans la salle, j'ai vendu la journée 2000 €, ça coûte 200 € par personne. Et la personne dit, ah ok, 200 €, c'est quoi? 200 € si la personne elle était partie en déplacement, etc. Bien en fait, ça aurait coûté tant d'hôtels, tant de restaurants, etc. Les calculs vont être faits de manière différente. Il faut, et j'insiste bien là-dessus, que le monde de la formation soit compris comme étant un investissement et pas une dépense. Donc votre posture, votre langage, de toute façon, devez être compris, c'est je suis un investissement, je vais vous permettre de faire autre chose. Je vais permettre aux personnes qui vont être ici de faire quelque chose qui aura de la valeur pour vous. Ne donnez pas, donnez le moins possible la logique de taux journalier. Et pensez qu'il y a des organismes de formation, quand ils vont venir vous chercher, ils vont dire je te donne tant à la journée, eux, ils ont vendu au prix par participant. Pour ne pas citer des organismes qui font 5 lettres, qui démarrent par C et qui finissent par un synonyme de enfant. Donc, soyez vraiment sur cette approche. Ah bah voilà, c'est Chance qui a perdu sa connexion aujourd'hui. C'est bon, vous êtes encore avec moi? Vous pouvez rester dans le chat. Oui, top. Je prends vos questions là-dessus. Il faut être perçu comme un investissement par les boîtes avec qui vous bossez. C'est super important. Les formateurs qui démarrent, et j'ai fait partie de ça, c'était combien est-ce que je vais me vendre? Combien est-ce que je vais me vendre à la journée? Non, en fait, il y a quelque chose qui est de se dire j'apporte une valeur, j'apporte quelque chose qui va être intéressant pour les personnes, je dois comprendre combien est-ce que ça coûte par personne. Je vous donne un exemple. J'ai ma fille, elle a 2 ans et demi. On l'inscrit à un baby gym qui est là, c'est une petite séance de gym pour enfants, c'est hyper rigolo, c'est cool, ça dure 3 quarts d'heure, ça coûte 20 €.
Oui, sauf qu'en fait, ben, je vois ça comme étant un investissement plaisir et pour elle et pour nous en tant que parents, pour moi et ma compagne. Point, en fait, c'est de se dire, il y a 12 enfants. Est-ce que la personne, elle aurait pu dire, oui, je vais me vendre 240 euros de l'heure? Non. Par contre, que les parents se disent, je mets 20 euros pour mon enfant, oui. Il faut travailler sur la lecture psychologique des prix quand vous démarrez en formation, c'est ultra essentiel. Margot, je suis quasi content que tu aies eu des problèmes parce qu'en fait, Je me suis dit, je me dis, c'est mon on tour. est Et sur le voilà. respect ping-pong. Donc voilà. Mais du coup, j'arrive pile pour la conclusion. Je rajoutais effectivement par rapport à ce que disait Gauthier, n'oubliez pas que la formation, c'est pas juste la jour de formation. C'est toute la Ouais, préparation amont, c'est le support, c'est plein de choses en exactement. fait. Ça, ne vous concentrez pas sur les heures que vous passerez avec les personnes et aussi effectivement la valeur ajoutée que vous avez et de ne pas dévaloriser votre travail. Surtout, en fait, parfois, vous pouvez aller sur des prix moins élevés parce que vous avez des choses sur catalogue, mais dès que vous faites du sur-mesure, n'oubliez pas que c'est du temps que ça vous prend Ouais. avant, pendant et surtout après aussi parfois. Donc voilà. Voilà, je suis hyper contente de ce point que tu as fait, Gauthier. Je le trouvais très clair en tout cas sur l'importance de savoir mettre de la valeur et de bien pas sous-estimer effectivement ce qu'on apporte aux entreprises et la structuration de tes éléments. Je vous invite, je vous avais partagé, si tu es d'accord, Gauthier, le profil de Gauthier pour que vous puissiez le contacter en direct. Je suis Ouais. aussi disponible. Moi, c'est Margot Gassot sur LinkedIn. Je vous le remets dans le chat si besoin. Mais c'était super intéressant. Merci pour toutes vos questions. Désolée pour tous les problèmes techniques et pour ce petit supplément de temps par rapport à la demi-heure qu'on s'était donné. Merci à tous C'est et très bien. bonne fin de journée, bon Merci appétit. Margot. À bientôt, merci. Bonne journée. À Au revoir. disposition LinkedIn si vous avez des questions. Parce que je suis arrivé avec trop de retard. Et j'envoie le tuto Livestorm pour l'équipe chance, ça se Merci. produit. Merci Gauthier. À bientôt. T'en prie, salut. À bientôt et bonne journée à tous et toutes.